Je vais le dire sans détour, The Penguin, la mini-série spin-off du film The Batman, s'impose à mes yeux comme l'une des plus belles surprises de l'année côté série, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais détruire leur petit empire de l'intérieur. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on se retrouve pour une critique de The Penguin, la mini-série HBO qui sort sur Max en France à partir du 20 septembre. Comme j'ai pu voir l'intégralité de ces 8 épisodes en avance, je vais spoiler le moins possible et d'ailleurs ça m'intéresse surtout de vous parler de la série dans son ensemble. Parce que c'est sa cohésion, dans sa fabrication et ses thèmes qui en font pour moi une grande réussite. Bon, pour ceux qui me connaissent, il est vrai que ce spin-off sur le personnage d'Oswald Cobblepot avait des chances de me plaire étant donné que je considère The Batman comme l'un des meilleurs blockbusters de ces dernières années. C'était même l'une de mes premières grosses critiques pour Écran Large que vous pouvez retrouver sur le site. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au site d'Écran Large parce que non seulement ça vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine, mais ça soutient aussi tout notre écosystème qui comprend cette chaîne YouTube. Le lien est dans la description et d'avance, merci. Pour revenir 2 secondes sur The Batman, ce qui me plaît beaucoup dans le film, c'est justement la manière dont le réalisateur Matt Reeves a coordonné sa mise en scène avec son approche thématique du super-héros. On a beaucoup parlé de la noirceur esthétique du film et de son inspiration du côté du film noir, mais au-delà de ça, The Batman est un film brillant sur le regard, porté par ces plans qui conduisent les yeux du spectateur par du flou marqué sur une bonne partie de l'image, ce que les photographes appellent le bokeh. Du premier plan du film en hommage à Conversation secrète, en passant par cette idée géniale des lentilles de contact de Batman qui enregistrent ce qu'il voit, il y a toute la question du voyeurisme des justiciers, mais aussi de l'image qu'il renvoie sur les autres au cœur de Gotham. En gros, qui voit qui et comment chacun est perçu dans cette ville où tout le monde se fait justice soi-même. Je pourrais étayer ça pendant des heures, et si ça vous intéresse, dites-le en commentaire, on sait jamais. Mais l'idée à retenir, c'est que dans cette vision de Batman et dans cette expansion dans d'autres médias de l'univers, les points de vue se valent et s'opposent. Parce que les personnages ne peuvent pas être réduits à ce que voit le Chevalier Noir. Maintenant que j'ai dit ça, j'avoue que j'avais un petit peu peur pour cette série sur le Pingouin. Parce que les spin-offs, surtout en série, on sait que ça a tendance à capitaliser sur une franchise juteuse sans forcément avoir le même budget ou la même ambition. Et quand on voit désormais comment Marvel se complaît dans la connexion entre ses séries sur Disney+, et sa saga déjà bien chargée de films, j'avais peur que DC sombre dans le même travers et que The Penguin entache un peu la réussite de The Batman. D'autant que pour rappel, une autre série était en parallèle en chantier. À la base, ça devait se concentrer sur le GCPD de Gotham avec Gordon en personnage principal, puis ça a évolué en show sur l'asile d'Arkham avant que l'ensemble ne soit finalement annulé. Donc on pouvait être un peu inquiet. Quoi qu'il en soit, je suis heureux d'avoir eu tort puisque The Penguin est très réussi et la raison à ça est très simple. Si je me suis permis ma petite intro sur The Batman, c'est parce que son spin-off a la même qualité principale, c'est hyper cohérent. En fait, c'est même parce que The Batman est aussi cohérent sur le plan thématique que son spin-off peut reprendre le flambeau sans peine. On pouvait s'en douter puisque la série avait été greenlightée par Warner juste après la sortie du film et que Matt Reeves avait mis sa casquette de producteur exécutif pour gérer la direction globale de son Batverse. L'affiliation a d'ailleurs le mérite d'être claire, puisque la série s'ouvre sur le plan final du pingouin de The Batman dans le sous-sol de l'Iceberg Lounge et l'entrecoupe avec des morceaux de programmes télé qui rafraîchissent la mémoire sur les événements du film. Pour rappel, à la fin de The Batman, le Riddler inondait Gotham en faisant sauter ses digues et le chef mafieux Carmine Falcone se faisait zigouiller. La série démarre donc une semaine après les événements du film, au moment où Oz, qui n'est encore qu'un petit gangster qui a gravi certains échelons, espère profiter du vide laissé par Carmine Falcone pour devenir le nouveau roi du crime de Gotham. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'au fond, la série se suffit à elle-même. Elle a ses propres enjeux, et en ça, le pilote place ses pions avec beaucoup d'intelligence. Le point de départ, il est très simple. Oz tue une personne qu'il aurait mieux fait de ne pas tuer, ce qui enclenche malgré lui une guerre des gangs qui pourrait soit causer sa perte, soit lui ouvrir des portes. Face à la mouise dans laquelle il s'est mis, on rencontre les différents personnages qui vont l'accompagner dans l'aventure, à commencer par Victor, un jeune mec qui a eu le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment et que Oz va prendre sous son aile. C'est un peu le duo central de The Penguin et son cœur émotionnel. Oz se reconnaît dans cet ado paumé qui espère trouver sa place dans un monde qui lui refuse tout, et les deux vont commencer à devenir complices. En tout cas, l'épisode 1 plante pas mal de graines, tout en gardant en tête ce qui fait son ossature stressante, le fait de se débarrasser du cadavre
enjeu qui trouvera une résolution à la fin de l'épisode. Et si je me permets de le préciser, c'est parce qu'on a trop pris l'habitude des séries à binge-watcher chez Netflix et consorts, où la saison semble avoir été pensée comme un seul bloc coupé de manière arbitraire. Une bonne série, c'est un ensemble de poupées gigognes. La saison a sa structure narrative, mais chaque épisode aussi. Ce savoir-faire, HBO l'a encore, et The Penguin ne fait pas exception. C'est même ça la bonne surprise en fait. La série aurait très bien pu être ce produit quelconque qui capitalise sur sa marque, ou même un sous-soprano dans l'univers de Batman, même si vous aurez votre lot d'accent italien outrancier, rassurez-vous. Je sais que c'est un truc qu'on a déjà pas mal dit, notamment pour House of the Dragon, mais ça fait du bien de voir une série où chaque épisode a sa propre utilité, avec ses enjeux, ses cliffhangers et ses promesses pour le futur. Et c'est pas tout. Puisqu'elle scinde habilement ses parties, la série peut prendre le temps de développer chacun de ses protagonistes, et par extension, de compléter à merveille The Batman. Comme je le disais, en tant que film sur le regard, tout est une question de point de vue chez Matt Reeves. Et les méchants ne le sont pas juste pour le plaisir d'être machiavélique. The Penguin s'amuse à nous attacher à Oswald Cobblepot en tant qu'outsider, ce que Colin Farrell transcende totalement derrière ses prothèses. Il vient des quartiers pauvres de Gotham, et il voit bien que rien, ni personne, n'aide les classes populaires à s'élever socialement, encore moins quand elles respectent à la lettre les règles. Cette soif de réussite, ce rêve américain perverti, est d'autant plus sincère qu'il est persuadé d'aider la communauté en devenant baron du crime. Et force est d'admettre que son discours a souvent du sens et de l'attrait, autant pour nous spectateurs que pour les personnages. Même s'il se ment à lui-même à bien des égards, ça prouve sa détermination, et à chaque fois, c'est pour nous renvoyer en pleine gueule à quel point son humanisation le rend encore plus monstrueux lors de ses actions les plus décisives. Et il n'est pas le seul. En face de lui, la série introduit le personnage de Sophia Falcon, la fille de Carmine, qui cherche comme beaucoup à reprendre l'empire de son père. Problème, déjà c'est une femme dans un milieu d'hommes qui la sous-estime, mais surtout elle sort de l'asile d'Arkham où elle a été enfermée pour avoir tué par étranglement plusieurs femmes. D'où son surnom de tueur du pendu, directement tiré du génial comics Amère Victoire de Jeff Lubb et Tim Sale. Alors je veux pas trop vous en dire, mais la série réserve son plus beau ressort narratif autour de cette intrigue qui fait un choix d'adaptation que je trouve absolument brillant. Derrière son regard d'ange, on saisit au fur et à mesure toute la colère et l'instabilité qu'injecte la géniale Christine Milioti dans le rôle, et on finit par avoir autant d'empathie pour elle que pour Oz, malgré l'affrontement de leurs objectifs. Je me permets juste de préciser que, comme souvent chez HBO, l'un des épisodes se permet un pas de côté et se concentre dans un flashback absolument génial sur l'histoire de Sophia. Pour moi, cette parenthèse est vraiment le tournant de la série et la preuve de son accomplissement. Dans cet univers criminel qui ne fait pas de cadeaux, tout le monde a souffert et a des raisons d'agir de la pire des manières. Encore une fois, The Batman obligeait le Chevalier Noir à percevoir autrement son rôle de justicier. Et nul doute que The Penguin servira de pont essentiel à The Batman 2 dans l'approche de ses antagonistes. Mais pour aller encore plus loin là-dessus, je trouve que la série et le ton global développé par Matt Reeves réussit là où beaucoup se sont cassés les dents, à commencer par un certain Zack Snyder. Je m'explique. The Batman s'est orienté vers une approche plutôt réaliste de l'univers des comics, proche de Nolan que de Tim Burton. Mais ça ne veut pas dire que Reeves a sacrifié le côté iconique et théâtral de sa galerie de personnages. C'est même central dans le film, la manière dont Batman se met en scène en tant que vengeance de la nuit. Et cet aspect bigger than life s'applique aussi, et surtout, j'ai envie de dire, à ses ennemis. Plus on avance dans The Penguin, et plus la série transforme ses personnages en figures sorties d'une tragédie grecque. Si Matt Reeves a globalement chapeauté le projet, la série a été showrunnée par Lauren Lefranc, qui avait jusque-là surtout bossé sur les séries Agents of S.H.I.E.L.D. et Impulse. Et c'est elle qui a amené le truc qui change tout, mais qui aurait pu aussi sacrément se casser la gueule, à savoir la mère d'Oswald, Frances. Dès le départ, on comprend qu'Oz cherche une sorte de validation, et que ça trouve son origine dans la relation très particulière et conflictuelle qu'il a avec sa mère. Le truc, c'est que si, comme moi, vous avez des flashbacks du Vietnam du Martha de Batman v Superman, vous vous dites sans doute que ça sent l'idée de merde. Et sur le papier, je serais bien d'accord avec vous. Mais ce qui ne marche pas dans Batman v Superman, c'est pas en soi le côté « Oh, nos mamans ont le même prénom », c'est son application. Why did you say that name? It's his mother's name! C'est bêtement psychanalysant et ça réduit l'écriture des personnages à un complexe d'Oedipe pourri pour justifier leurs actions. Mais dans The Penguin, bon déjà ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe,
mais c'est surtout la force qui conduit la direction du scénario. Pour Oz, cet amour maternel compliqué, c'est à la fois sa première source de motivation et l'obstacle majeur de sa progression. Et c'est dans cette relation que repose la cruauté absolue de la série, qui vous promet quelques révélations bien sales. The Penguin peut se targuer de son classement R, qui lui donne des gerbes de sang par-ci par-là, mais c'est vraiment dans sa gestion des rapports humains que l'écriture plonge tête la première dans une noirceur d'encre, au point où on frôle parfois le syndrome Game of Thrones qui peut tuer n'importe quel perso d'un moment à l'autre. Encore une fois, c'est de la tragédie grecque, qui confirme plus que jamais à quel point la galerie de méchants de Batman a toujours été idéale pour ça. On le percevait déjà dans les comics, chez Burton et particulièrement dans la série animée de Bruce Timm, mais cette série sur le pingouin me semble transcender cette dimension. Et comme tout ce beau monde envahit l'espace de la ville et pose son regard sur elle, c'est aussi pour cette raison que la Gotham City de Matt Reeves est pour moi la meilleure qu'on ait jamais vue sur nos écrans. Elle encapsule tous les traumas de ses protagonistes, mais aussi tous leurs espoirs et leurs rêves voués à être balayés d'un revers de main. Ce n'est pas un hasard si l'un des premiers plans de la série transite d'un simple travelling, d'un panorama sur les quartiers riches de l'autre côté de la baie, au bas-fond de la ville où passe un vieux métro. Gotham est tout sauf cette figure d'unité, et la mise en scène de la série, à la fois solide, élégante et dans la continuité de The Batman, accentue les contrastes entre les quartiers. C'est même l'un de ses enjeux. Comment investir et réinvestir des espaces laissés à l'abandon dans cette cathédrale urbaine qui ne cesse de refléter les injustices sociales. The Penguin s'amuse pour ça à jouer avec les profondeurs de Gotham, parce que c'est logiquement de là qu'émergent ces monstres, persuadés qu'ils peuvent changer les choses. Dans The Batman, le Riddler voulait laver Gotham de la corruption, mais on apprend dans la série que le déluge qu'il a provoqué a surtout frappé les quartiers les plus défavorisés. Pour Oz, c'est pareil, il se rêve en parrain bienfaiteur, en sauveur du peuple qui donne aux plus démunis un but dans son empire du crime, mais Sophia Falcone n'hésite pas à lui rappeler que c'est le plus gros de ses nombreux mensonges. Cette piste de réflexion, absolument passionnante, confirme pour moi à quel point le Batverse de Matt Reeves est brillant. Batman a toujours été une sorte d'éponge qui s'imprègne à chaque époque de nos craintes et nos doutes politiques. Dans The Dark Knight, Nolan en faisait l'instrument d'une ultra-sécurité abusive typique de l'après-post-11 septembre, tandis que la population se montrait solidaire face à l'adversité que représentait le Joker. Il y avait encore un espoir que The Batman a retourné comme une chaussette. Le Riddler comme le Pingouin sont des populistes, des beaux parleurs et des hommes d'action forcément plus attrayants que les politiques corrompus ou inefficaces. Du coup, ils amènent ce même peuple, que Batman est censé protéger, à passer de l'autre côté de la barrière. Parce qu'il n'y a plus aucune croyance dans le système et ses failles, chacun veut écrire sa propre histoire, quitte à tomber sous le coup de la loi. Face à l'attentat final des hommes du Riddler à la fin de The Batman, on avait pensé à certains événements politiques récents, comme la tentative de la prise du Capitole. Matt Reeves avait été le premier à préciser que la réalité avait rattrapé sa fiction, mais en tout cas, sa version de Gotham est au bord du gouffre. Ces méchants ont des arguments toujours plus sensés, même si leurs idéaux révolutionnaires finissent toujours par avoir des conséquences néfastes sur les mêmes populations, sur les mêmes classes délaissées qu'ils voudraient élever. Mais au fond, c'est bien leur propre gloire et élévation sociale qui comptent avant tout. Et The Penguin le dépeint de la meilleure des manières, au travers d'une série virtuose, complexe et brillamment écrite. Et si vous êtes à la recherche d'autres séries qui déchirent, le mieux c'est encore de rester du côté d'HBO, et je vous invite pour ça à voir la vidéo de Déborah sur la saison 2 d'House of the Dragon. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!